Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés pour une nouvelle vidéo en compagnie de notre grand Charles Gave, l'illustre octogénaire. L'illustre octogénaire et du clébard. Et du clébard qui écoute pour une fois, qui ronfle pas, donc on est assez content. Aujourd'hui, on va vous parler de plusieurs choses. Alors, je voudrais d'abord, comme certains d'entre vous ont été assez nerveux à propos des marchés financiers, parce qu'il est vrai qu'il y a eu des changements assez brutaux ces dernières semaines, qu'on a vu aussi des entrées des gouvernements avec des grandes idées d'emprunt sur la défense. Donc, je voulais que Charles, pour les plus anxieux d'entre vous, vous fasse un petit point bourse et vous tienne un petit peu au courant. Mais surtout, ce dont on voudrait parler, c'est quelque chose qu'on a très souvent évoqué ici et qui semble de plus en plus prendre forme, c'est-à-dire cette immense alliance asiatique entre l'Inde, la Chine et tout ce qui s'ouvre sur l'océan Pacifique. Et la Russie. Et ça, c'est très excitant. Et donc, on voulait vous en reparler parce que d'abord, 100 fois sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Et ensuite, parce que les choses se précisent. Donc, pour certains d'entre vous qui n'ont pas encore sauté sur des ETF asiatiques, sauté dans le sens non pas acquis, écoutez, ce serait peut-être à l'issue de cette vidéo le moment de vous poser les bonnes questions parce que le coup va partir. Le coup va partir et ça serait bien que vous soyez placé là où il faut. Là où il faut. Et bon, alors, je vais faire une autre remarque aussi de départ, c'est que je commence à être fatigué, très très fatigué par le pessimisme ambiant. Aussi, oui. J'en ai marre de tous ces gens qui vous annoncent qu'on va mourir de froid, de chaud, de faim, que tout va s'écrouler, etc. Les Cassandres habituels. Les Cassandres habituels, mais c'est extrêmement fatigant parce que ça fait régner un climat anxiogène et que dès qu'on a peur, on se met à agir comme des crétins. Mais tu sais que ça, c'est un biais cognitif bien connu. Oui. Y avait un bouquin une certaine année qui s'appelait « La fabrique de nos peurs ». Oui, c'est ça. Et quand tu fais peur aux gens, tu peux les manipuler comme à rien. On a vu pour le Covid, et on le voit dans les biais humains, c'est très connu. C'est très connu. Et vous savez, la phrase qui revient le plus souvent dans la Bible, je crois qu'elle revient quelque chose comme 130 fois, c'est « n'ayez pas peur ». Donc, si j'ai un conseil à vous donner, mais cessez d'avoir peur. Bon, ça c'est la première des trucs. Et encore une fois, en Chine, qui est une vieille civilisation, la plus vieille sans doute, le sigle crise et le sigle opportunité, c'est le même. Donc, si vous vous placez dans une optique de je prépare mon futur, et si instinctivement vous pensez qu'il n'y a pas de futur, c'est une contradiction, quoi. Oui, mais tu sais, alors là, j'élargis un peu le sujet, mais l'ambiance dénataliste, oui, qui est savamment entretenue par les uns et les autres, avec l'ambiance aussi euthanasie et ainsi de suite, est fait pour créer cette ambiance anxiogène. Et effectivement, si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de futur. Si tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de futur. Et ensuite, si on te dit que vous n'avez pas eu d'enfant parce que le monde allait s'arrêter et vous n'allez pas avoir de retraite, ta vieillesse, elle ne va pas être bien intéressante, quoi. Tu vois, ça, alors, les retraites, on ne va pas se mentir, vont être diminuées et forcément pas à hauteur de ce que certains les retraites promises. Mais en fait, rien ne vous empêche de vous faire un fonds par capitalisation par vous-même. Il est évident, oui, mais ça, c'est quand tu parles à des gens qui rentrent sur le marché du travail, qui me méfient aujourd'hui, oui. Et je les incite à mettre de côté par elles-mêmes. Mais les gens comme moi, qui vont arriver dans 10 ans, 15 ans sur le marché de la retraite, si je puis dire, on aura des retraites Vous aurez ridicules. Des retraites officielles. Mais j'ai toujours entendu dire que j'en aurais pas. Depuis que j'ai 7 ans, je me vois encore devant le micro-ondes et tu me disais, tu n'auras pas de retraite. Donc je ne suis pas surprise. Voilà, exactement. Donc, alors, la façon dont on va procéder, c'est donc, en ce qui concerne les marchés. Bon, vous savez, on demandait à John Pierpont Morgan son avis sur la bourse. Alors ça a été sans doute un des plus grands banquiers, si ce n'est le plus grand banquier de l'histoire. Donc c'est un type tout à fait extraordinaire. Et un type lui demandait, qu'est-ce que vous pensez du marché John Perkins Morgan a répondu, il va fluctuer. Donc, nom d'un chien, ça fluctue cette bête. C'est même pour ça que c'est intéressant. Donc, arrêtez de vous énerver parce que ça fluctue, c'est la nature de la bête. Et bon, alors, il y avait eu une croyance un petit peu avant, dans les 6 derniers mois de l'année dernière,
que les États-Unis allaient dominer complètement l'intelligence artificielle, qu'on allait tous retrouver, qu'il y avait un exceptionnalisme américain qui avait assez de pognon pour faire de la recherche, etc. Manque de peau, il y a trois couillons en Chine qui ont trouvé un truc dans une cuisine et qui foutent en l'air tout ça. Mais c'est la nature même du capitalisme, c'est pour ça que ça marche, si vous voulez. Il y a toujours des gars dans des cuisines qui trouvent des choses quand il y a un problème, quoi. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est, mais mon chien, la vie est belle, marrez-vous, faites des trucs, mais arrêtez d'avoir la trouille. Enfin bref, ça me paraît essentiel. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'imagine que si vous étiez à Venise vers 1490, là, au moment où Constantinople tombait et tout, vous aviez la chocotte, parce que les Turcs, ils massacraient tout le monde dans les Pouilles, enfin bref, c'était... c'était pas un moment très agréable. Mais si vous étiez à Venise et que vous pouviez investir à Amsterdam... Le futur vous appartenait, c'était l'ouverture de l'Atlantique, il se passait plein de trucs. Donc, arrêtez de vous lamenter sur ce qui était bien dans le passé. Alors, ce qui est bien aujourd'hui, et c'est extraordinaire quand vous y réfléchissez, c'est que pour la première fois dans l'histoire, vous, individu, comme ça, je sais pas où, la veuve de Carpentras, là, vous pouvez investir à Amsterdam en restant à Venise. Ce qui n'était pas possible il y a 15 ans. Aujourd'hui, avec tous ces systèmes électroniques, vous pouvez avoir toute votre épargne dans un coin qui marche extraordinairement bien et vivre dans un coin qui vous plaît où vous avez toujours vécu. Donc, on est en train de vivre une révolution technologique absolument inouïe où vous dématérialisez l'investissement pour le faire là où il est le plus intéressant. Il y a 30 ans, vous auriez été obligé, vous n'aviez pas le choix, il y avait 40 ans, il y avait des contrôles d'échange, vous pouviez accéder à l'informatique, c'était impossible. Moi, quand j'étais à Londres, il y a 25 ans que je gérais de l'argent, mon département informatique me coûtait 2 millions de dollars aujourd'hui, par an. Aujourd'hui, j'ai un ordinateur qui fait beaucoup plus et ça me coûte rien, quasiment. Donc, enjoy, vous voyez ce que je veux dire. Regardez ce qui marche et arrêtez de vous casser les pieds avec ce qui ne marche pas. Bon, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est notre gouvernement. Notre gouvernement, il est nul. C'est très bien, il est nul. Ça veut dire que vous achetez rien de ce que fait le gouvernement, puis c'est tout, quoi. Est-ce que tu penses qu'on va s'atrophier de façon quand même relativement horrible? C'est-à-dire qu'il va se passer des choses, c'est que tous ceux qui dépendent de l'État français vont en prendre plein la tête. Mais ceux qui restent agiles, qui ont mis leur épargne ailleurs et tout, ils n'ont aucune raison de faire du souci, quoi. C'est pas... Alors, concernant la captation sur nos comptes, j'ai entendu beaucoup de bêtises un peu ça et là. Là, pour l'instant, l'emprunt de guerre qui a été lancé est un peu abscon. Il lance un emprunt à 5 ans. On n'a aucune visibilité sur ni les taux d'intérêt bloqués pendant 5 ans, ce qui est quand même une longue période. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas le vendre, ce qui est incroyable. Un emprunt d'État où il n'y a pas de liquidité. Parce que la seule chose qui était bien avec les emprunts d'État, c'est que vous pouviez les vendre, il y avait toujours un marché. Là, il vous bloque pendant 5 ans. Donc, où serons-nous dans 5 ans? Ce qui, quand même, 5 ans, vous pouvez avoir besoin de ces liquidités, donc ça me paraît assez horrible. En revanche, personne ne va souscrire à ce truc-là, parce que pour les raisons susvisées, l'étape d'après risque d'être plutôt quelque chose d'obligatoire. C'est quoi optionnel obligatoire. C'était... volontaire obligatoire. C'était volontaire obligatoire, oui. C'était une taxe que vous payez sur votre salaire pour financer les syndicats en France qui ne servent à rien. Voilà, volontaire obligatoire, donc ça risque d'être un peu plus à la baïonnette. Et à ce moment-là, on vous en parlera le moment venu. En tout cas, si vous possédez des titres qui sont au porteur ou nominatifs, en général ils sont au porteur, personne ne peut vous prendre ces titres. Il n'est pas besoin de nous dire « mon Dieu, tout va être saisi ». Et si vous les mettez à l'étranger, il y aura une trace électronique que vous l'avez mis à l'étranger et ils vous diront, si vous les piquez, ce qu'ils ne feront pas. Mais ça a été fait dans l'histoire. Ça a été fait dans l'histoire, ça c'est arrivé, mais c'était la guerre de 40. Donc le fait de les mettre en Suisse ou au Luxembourg ou ce que vous voulez, ils vous les piquent très très bien aussi puisqu'ils peuvent tracer vos actifs de la même façon. Il reste l'or, bien sûr, l'or physique, l'or dans une boîte à chaussures. Mais voilà.
Et sinon, dans un premier temps, ça sera surtout les liquidités laissées sur un compte bancaire au-dessus d'une certaine somme. Donc quand même au-dessus de 200 000 euros la plupart du temps. 100 000. En tout état de cause... Et quand ils vont le faire, à mon avis, la cote de popularité du gouvernement va tomber à zéro. Risque de tomber à zéro, donc ça sera très certainement en dehors des élections. Et pour l'instant, parce que je vois passer beaucoup de vidéos de certains qui s'amusent à vous faire peur, je pense qu'il faut quand même raison garder. Vous avez le temps de placer ces actifs. Et encore une fois, effectivement, s'ils ne sont pas en liquidité directe dans vos comptes et qu'ils sont dans des actions, vous ne serez pas les premiers saisis. Donc même, surtout, n'hésitez pas à placer dans des portefeuilles. Nommément à votre... Si vous avez prêté de l'argent à la banque, c'est-à-dire que vous laissez du cash à la banque, ce cash n'est plus à vous, il est à la banque. Donc il faut savoir. Ça, c'est juste une écriture comptable. Ça, c'est juste une écriture comptable. Donc, en dehors des liquidités, ils vont essayer de piquer les liquidités, mais on va voir. Mais par contre, une action, qu'elle soit porteur ou nominative, je préfère les nominatives, sont à vous. À vous. Et à ce moment-là, il faut rompre la Constitution, puisque le droit de propriété est un droit constitutionnel. Voilà. Donc, et ça, ils essaieront, mais ils n'y arriveront pas. N'hésitez pas à placer vos avoirs. Bien sûr. Alors, maintenant, je vais essayer de revenir... On en a beaucoup parlé ici, mais là, on a fait un petit peu de travail avec... Alors, vous le savez, je suis carrément propriétaire d'un journal qui s'appelle Conflit. Alors, Conflit, c'est sans doute la meilleure publication qui existe, c'est, je crois, trimestriel. En géopolitique. C'est reconnu comme tel. D'ailleurs, moi, je l'aime beaucoup. C'est très bien fait. C'est fait par un garçon qui s'appelle Jean-Baptiste Noé. Et si vous voulez aider l'Institut des Libertés, vous pouvez souscrire un abonnement de Conflit. C'est une excellente idée parce que vous les laissez quelque part dans votre bibliothèque et il y a des articles de fond, c'est-à-dire où on vous explique ce qui se passe en Afrique, n'importe où. Donc c'est intéressant. J'étais jeune, j'étais abonné à Historia comme ça. Oui, et bon, quand tu as un dossier sur Clovis, ça ne meurt pas avec le temps. C'est tout à fait intemporel, c'est-à-dire il y a des choses. Donc c'est une excellente publication. Et là travaille un homme en particulier, il ne travaille pas que là, mais il travaille là, il s'appelle Xavier Hofer, et qui est un spécialiste de géopolitique et de sécurité. Xavier Hofer. Il est un spécialiste de géopolitique, de sécurité dans le monde, donc il a des contacts avec la police en Chine, etc. En Inde, Alors moi j'adore parce que comme il travaillait un peu pour les renseignements généraux, il a toujours des petites anecdotes croustillantes dont je ne vous ferai pas part, mais qui sont croustillantes. Oui, mais sur des politiques, donc c'est très rigolo. C'est très rigolo quand il passe Novaro Bureau, ce qui arrive souvent. Alors, là, je vais vous montrer un dossier qui fait partie de certains éléments justement de conflit, etc., pour essayer de vous expliquer une fois pour toutes ce qui est en train de se passer et qui m'amène à être extrêmement optimiste. Bon. Donc, un truc que je voulais dire aussi, il y a toute une série de crétins qui mettent des publicités, des trucs sur le net pour expliquer que je recommande une action qui est montée de 365%. Un truc qui s'appelle Borch. Je ne sais pas ce que c'est. En plus, elle est nulle comme action, j'ai regardé la cotation. C'est d'une saloperie, c'est une escroquerie. On a essayé, quand on le fait fermer à gauche, il rouvre à droite. Je vous le redis haut et fort, je voulais commencer par ça, ça m'est sorti de la tête. Oui. Charles Gave ne fait aucune publicité, nulle part. Il est interdit de faire appel public à l'épargne. Donc si vous voyez un appel... Je ne parle jamais d'action individuelle. Jamais d'action individuelle. Donc, si vous surtout voyez... pour les recommander. Non, mais ça serait un appel public à l'épargne. C'est-à-dire aller voir un tiers en disant « Je vous recommande de mettre votre argent dans ça », par définition, est un appel public à l'épargne. Donc jamais il n'aurait le droit de faire ça. Il ne l'a jamais fait. C'est très vulgaire. Donc surtout... Ils ont fait un coup extraordinaire auquel je ne m'attendais pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris une présentation que j'avais faite, je me souviens, pour un mouvement de militaires à la retraite, là. Et ils ont mis des phrases différentes dans ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils ont fait jouer l'intelligence artificielle pour dire, voilà... utilisant ta voix. En utilisant ma voix retravaillée. Donc je trouve ça absolument incroyable, mais on ne peut pas les arrêter apparemment. Non, mais c'est des brouteurs, ça vient... beaucoup de pays africains, voilà. Tu sais, cette pauvre dame là qui a eu tout son argent pris par un faux Brad Pitt. C'est ça. C'est un peu pareil, donc tu es un peu un Brad Pitt voilà, de la finance. De la finance. Alors maintenant, on va passer aux choses importantes. Alors, va apparaître sur votre écran une carte qui a été faite justement par Xavier Hofer. Alors, cette carte est extraordinairement importante. Et je vais essayer de vous expliquer, ça va prendre du temps, mais en même temps, c'est très important. Alors, c'est la carte, dans le fond, du mouvement des matières premières, du pétrole, etc.,
dans le continent asiatique. Alors, jusqu'à l'Europe. Revenons un petit peu en arrière. Avant la guerre russo-ukraine, vous aviez les matières premières qui étaient produites au nord de l'Himalaya, vous voyez, dans le dessus de la carte, là, qui allaient, si j'ose dire, soit à gauche, à l'ouest, vers l'Allemagne, ou vers la droite, la Chine. Et ça, c'était des lignes de communication qui sont établies depuis des temps immémoriaux. C'est ce qu'on appelait la route de la soie terrestre, tu vois, ça passait par là. Et ces lignes-là sont en une espèce de, je dirais, de jaune verdâtre. Vous voyez, c'est la plus grande partie. Vous voyez. Donc tout ça, ça existait depuis toujours. Arrive la guerre. Les Européens décident qu'ils ne veulent plus acheter d'énergie aux Russes, qui sentent des pieds ou j'en sais rien. Bon, c'est une décision qui est prise. À ce moment-là, les Russes se retrouvent dans une situation extrêmement difficile. Ils n'ont plus qu'un seul client, c'est la Chine. Et connaissant les Chinois, si vous êtes leur seul client, vous n'allez pas avoir des prix très intéressants, quoi. Je veux dire, c'est... Donc les Russes, qui sont tous sauf bêtes, décident, puisqu'on nous ferme l'ouest, on va descendre vers le sud. Et ils ouvrent cette immense ligne bleue qui descend comme ça, et qui va vers l'Inde. Alors ça traverse la Caspienne, ça descend, puis vous avez un port qui est juste à la frontière de l'Iran, qui est en Iran, puis un autre qui serait au Pakistan. Bon. Et ça arrive comme ça, c'est fait. Ça veut dire que pour la première fois de son histoire, l'Inde a accès aux matières premières qui viennent de l'Asie du Nord, tu vois, de l'autre côté de l'Himalaya. Et non seulement ça, mais les Russes vendent leur pétrole et leurs matières premières à l'Inde dans la monnaie locale. C'est-à-dire que l'effet de cette guerre, c'est d'avoir fait sauter le privilège impérial qu'avaient les Américains de forcer tout le monde à acheter du dollar pour acheter leur énergie. Et ça, c'est un bouleversement gigantesque, parce que tout le monde faisait ses réserves de change au dollar, non pas pour acheter des produits américains, personne n'en achetait, mais pour acheter du pétrole. Donc les gens étaient obligés d'avoir des réserves de change. À partir du moment où tu peux payer en roupie, ben, tu n'as plus besoin de réserves de change en dollars. En dollars, bien sûr que non. Donc c'est un bouleversement gigantesque. Accessoire, mais fondamental. Mais fondamental. Et du coup, dans les mois qui ont suivi, la Chine a commencé à vendre son pétrole en yuan. Oui, en yuan. En renminbi, c'est la même chose. Oui. Donc c'est un bouleversement, j'y reviendrai, mais qui est extraordinairement important du monde financier. Ça, c'est la première des choses. Alors vous continuez à regarder cette carte, vous regardez la ligne bleue, et vous voyez que il y a aussi autre chose qui se passe, c'est que les Russes font apparaître toute une série de lignes oranges dans le haut de la carte, là. Vous voyez, oui, le haut de la carte, là, qui va vers... vous avez Vladivostok, etc. Oui, je veux dire, tout ce qui part vers Khabarovsk, Vladivostok, Karakorum, ou je ne sais pas quoi. Voilà, et qui prend la route Lanzhou, Xi'an, Oahu et Shanghai. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils font ça? Attention, on parle bien vers le haut de ton micro, pas sur le côté. Vers le haut, voilà. Oui. Pourquoi ils font ça? Parce que ils sont pas fous. S'ils envoient tout leur pétrole vers Shanghai, etc., ensuite, ce sera contrôlé par les Chinois, les exportations à partir de là. S'ils l'envoient à Vladivostok, ils peuvent par exemple fournir le Japon, qui est juste en face. Qui est juste en face de là. Donc ils se disent... Et alors ça leur permet aussi de faire une manœuvre très habile, c'est pour éviter le transport par mer. Les mers sont contrôlées par les États-Unis. Hein. Oui. Les mers sont contrôlées par les États-Unis. Donc ils remontent au nord comme ça, au nord, et ils font passer tout leur pétrole, etc., ce qui voudraient vendre en Europe, au nord de la Russie, sur une mer qu'ils contrôlent absolument, puisque ça longe la Russie tout du long. Et je crois qu'ils ont fait 7 ou 8 brise-glaces atomiques pour ouvrir la route. J'avais vu ça il y a 2 hivers. D'ailleurs, c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir. C'est des grosses bêtes. Hein. Et donc, ils font passer. Ça veut dire que, quand vous regardez ça, vous remarquez que toutes ces liaisons qui sont faites sur Terre. C'est-à-dire que maintenant, le mouvement des matières premières, etc.,
ne se passe plus du tout par mer, qui est contrôlée par les Américains, mais par la terre. Mais alors dis-moi, tu te souviens quand on avait parlé des cycles d'Aftalion et du développement? Oui, mais ça va faire un développement énorme, mais voilà. attends, on va y revenir, je vais y revenir. Alors, ça, c'est la première des choses. Donc, vous avez cette grande nord-sud transversale. Alors, je vous signale que l'endroit où l'espèce de gare de triage pour tout le système, c'est là où il y a le point rouge au milieu. Ça s'appelle Ekaterinbourg. Attends, Ekaterinbourg, je crois que c'est le petit blanc. Je crois que c'est Deng Xiaoping, terminal logistique. Ils ont fait le terminal logistique là, et ils l'ont appelé, les Russes, Deng Xiaoping, qui était donc un empereur chinois, si j'ose dire, il y a quelques temps avant. Donc c'est pour dire que ça se passe en bonne intelligence avec les camaraderies. Les camaraderies. Et alors maintenant, je voudrais vous montrer 2 petites cartes qui sont sur le côté aussi, qui vont vous aider. Regardez la carte qui est le canal d'Istanbul. Vous voyez, qui est en bas à gauche. Alors tu vois, là j'ai envie de faire comme ça, mais ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. Vous prenez le canal d'Istanbul. Alors il faut savoir que pour sortir donc, de la mer Noire, il faut passer par le détroit des Dardanelles. Et le détroit des Dardanelles, dans les années 20, il y avait des accords internationaux qui s'appelaient les accords de Montreux, qui donnaient aux puissances de l'époque, États-Unis, Angleterre, France, etc., les possibilités de contrôler les bateaux qui passaient dans le détroit des Dardanelles pour empêcher qu'il y ait des saloperies qui arrivent, ou qui rentrent et qui sortent. Donc les accords de Montreux régissent le passage des bateaux dans les Dardanelles. C'est une perte de souveraineté terrible pour la Turquie. Plutôt que de renégocier ou de laisser tomber les accords de Montreux, Erdogan s'est dit, je vais faire un grand canal autour d'Istanbul. Vous voyez celui qui est en bas là. Et là, comme c'est pas prévu dans les accords de Montreux, il fait passer tous les bateaux qu'il veut. Donc ça veut dire que la Russie, maintenant... La mer en bas, c'est la mer de Marmara. Marmara, oui. Voilà, donc mer Noire, mer... Voilà. C'est ça, puis vous arrivez après dans la Méditerranée. Et oui, Istanbul, et voilà. Donc ça aussi, c'est un changement absolument gigantesque du point de vue géopolitique, c'est-à-dire que la Russie peut passer, avec l'aide de la Turquie bien entendu, comme elle veut sur les Dardanelles. Il y a le truc de Montreux, bon, on fera passer les bateaux de plaisance, quoi. Bon, donc ça c'est un changement inouï aussi. Et le dernier changement, c'est regarder ce qui se passe dans le monde de géopolitique tel qu'il se précise, ce qui permet à la Russie de contrôler et les routes de la soie vers le nord, comme ça vers l'ouest ou vers l'est, et la mer Noire, et derrière la Méditerranée, et de l'autre côté de la Turquie. Mais par exemple, les Russes ont une base au-dessus de Latakia, là, vous voyez, le long de la côte libanaise, enfin, chez les Alaouites, là. Et donc, tout ça, c'est contrôlé directement par la Crimée, où ils ont un port militaire extraordinairement important qui s'appelle Sébastopol. Bien. Et donc, ce qu'a essayé de faire les États-Unis, c'est de faire tomber la Crimée. Bon, les Russes en ont pris le contrôle. Et puis ensuite, ils ont déclenché la guerre avec l'Ukraine. Et si vous regardez la carte de dessus, vous voyez que toutes les parties russes de l'Ukraine, c'est-à-dire celles qui sont au-dessus de la Crimée, comme ça, en remontant jusqu'à la Russie, ont toutes été conquises par l'armée russe, ça y est. C'est complètement pris. C'est-à-dire que la Russie, pour l'instant, a pris toute la partie russe de l'Ukraine, a décidé, avec la Douma, que c'était constitutionnel maintenant et que si on les attaquait maintenant ici, ils attaqueraient la Russie. Donc c'est plus ukrainien même. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous continuez à regarder cette carte et que vous voyez là-bas, je vérifie si vous voulez, mais vous voyez tout à fait en gauche du contrôle de la Crimée, il y a un port qui s'appelle Odessa. Oui, bien sûr. Donc la question qui doivent attendre à négocier entre Poutine et Trump, c'est est-ce que les Russes prennent Odessa? Parce que s'ils prennent Odessa, à ce moment-là, l'Ukraine devient enclavée. Elle n'a plus de port pour sortir. Et à ce moment-là, oui. C'est fini. S'ils gardent Odessa, ils peuvent essayer de continuer à exporter leur blé, etc., vers tous les pays. Donc, les grandes discussions, ça va être sur le contrôle d'Odessa. Et je signale, pour ceux que ça intéresse, que la quasi-totalité de ceux qui ont créé Israël, Ben Gurion, etc., Golda Meir, ils étaient tous d'Odessa. Ah. C'était rigolo, hein. C'est-à-dire qu'il y a des liens très forts entre cette partie, Israël, familiaux, etc. Donc là, on touche à d'autres sujets, mais qui ne sont pas inintéressants. Bon.
Alors maintenant, essayons de comprendre ce que ça veut dire du point de vue financier. Et alors, je passe au deuxième graphique qui va apparaître sur votre écran. Et voilà le cercle de Valérie Pieris. Je ne sais pas du tout pourquoi il s'appelle comme ça d'ailleurs, mais enfin c'est le cercle de Valérie Pieris. C'est probablement une madame Valérie Pieris qui a trouvé ce cercle-là. Oui, ce cercle-là, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit là. Très bien. Mais revenez si on revient à la truc précédente, ce qui n'est pas très évident, vous voyez que c'est l'endroit où rien n'a été fait encore. Il n'y a pas de ligne, il n'y a rien. Pourquoi? Alors là, revenons donc à mon cercle de Valérie Pieris. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où s'est passée la crise asiatique, en 1997-98, où l'Asie a sauté. C'est boum. Il y a eu le FMI qui est allé en Chine, pas en Chine, il est allé en Corée, en Thaïlande, en Indonésie, tu sais, et puis on a forcé les pays de la région, en particulier l'Indonésie, à signer des accords de perte de souveraineté complet. Et c'est resté dans la mentalité des Asiatiques comme une perte de face, mais inimaginable, quoi. C'était... à partir du moment où on te force à signer des papiers, en général, oui, c'est une perte de face. C'était une capitulation. C'est un traité de Versailles. C'est un traité de Versailles. Bon. Et donc, depuis, là, tous ces pays qui se sont fait choper, qui sont tous à l'intérieur du Valérie Pieris, là, ils ont pris une décision qui était simple, c'était de plus jamais revoir le FMI. Mm-hmm. Donc, toute leur politique a été faite pour ne jamais revoir le FMI. Donc, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme politique? Ils ont suivi des politiques où ils se disaient « Je vais maintenir mes monnaies sous-évaluées de façon à avoir des excédents en dollars tout le temps et à ne jamais avoir besoin de demander d'aller passer l'eau bol à l'extérieur. » Tu vois, c'était... Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donc suivi une politique purement mercantiliste, qui était le seul but de leur politique économique, c'était d'avoir des excédents en dollars. Et ils ont accumulé des réserves de change gigantesques, mais gigantesques, plusieurs milliers de milliards d'euros, pendant ces 20 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ces réserves de change? Ils ont acheté les obligations américaines, mais aussi les obligations européennes, parce que les obligations européennes avaient bonne réputation à cause de la Bundesbank. Tu vois, c'était une réserve de valeur. Mais on sait que depuis monsieur... Trichet? Non, l'autre, l'italien, comment il s'appelait? Draghi. Draghi. Depuis monsieur Draghi qui avait dit on fera ce qu'il faut pour que l'euro survive, eh bien, ce qu'il a fallu faire, c'est rendre les obligations allemandes... aussi nul que les nôtres. Et ils y sont arrivés avec une force et constance que, ma foi... Voilà. Donc, si tu étais dans ces pays-là, tu mettais 60% de tes réserves de change que tu gagnais avec un public. En Bund en dollars et 40% en Bund. Bund, c'était les obligations allemandes. Bien. Le dollar, vous pouvez acheter votre pétrole dans votre monnaie maintenant. Donc, ces 60%, ils ne servent à rien. Et les 40% qu'ils avaient en Bund, ils ne valent plus rien. Donc, cette partie du monde, qui est la partie du monde dans laquelle il y a les excédents d'épargne, c'est les gens qui ont trop épargné. Ben, leur épargne a été se déverser dans les coins où on n'épargnait pas assez. C'est-à-dire les États-Unis et l'Europe. Ce qui veut dire que les taux d'intérêt ont été anormalement bas chez nous. Oui, ça on le sait, oui. Parce que eux, ils mettaient toute leur épargne là, ils achetaient. Voilà. Maintenant, revenons à une idée que j'ai souvent présentée ici, qui est quand deux pays doivent commencer à faire du commerce ensemble, il faut une ligne de communication. S'il y a un troisième pays qui rentre, il en faut 3. S'il y a un quatrième pays qui rentre, il faut 6 lignes. S'il y a N pays qui rentrent, il faut N facteur de N-1 divisé par 2 lignes de communication. Bon.
toute cette zone avait des lignes de communication qui étaient assez simples, c'est-à-dire chaque pays avait une ligne de communication privilégiée, mettons avec l'Allemagne et les États-Unis, mais ils ne faisaient pas de commerce entre eux. C'était pas la peine, tu vois, parce que leur seul but, c'était d'acquérir de... Bon. Donc maintenant, ils vont se mettre à faire du commerce entre eux comme des fous, et leur objectif numéro 1, ça va être d'avoir une rentabilité du capital supérieure à celle qu'ils avaient en faisant du commerce avec les États-Unis, puisqu'ils n'ont plus besoin de faire du commerce maintenant. Ils n'ont plus besoin de gagner des dollars, puis ils en ont trop. Donc ça veut dire que la rentabilité du capital investi va augmenter de façon extraordinaire dans cette zone blanche. Alors maintenant, si tu es un Coréen ou n'importe quoi, tu ne vas pas investir dans des obligations françaises qui te rapportent 0, alors que tu peux gagner du 12% si tu investis en Inde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, mais à partir du moment où la rentabilité du capital va augmenter de façon extraordinaire dans cette zone, ça va devenir de plus en plus intéressant d'investir, et les taux d'intérêt vont monter dans cette zone, parce que la croissance monte de façon extraordinaire dans cette zone, tu vois. Mais à ce moment-là, ils n'ont plus aucune raison d'aller transférer le pognon chez nous. Donc c'est un gros problème de baignoire encore. Tu te souviens, le problème de baignoire, c'est qu'il y a un trou dans la baignoire, mais il y a le truc qui coule, quand est-ce qu'elle déborde, etc. Ben, ce qu'il y a, c'est que eux, ils déversaient de l'eau chez nous, donc nos taux d'intérêt étaient bas, mais s'ils cessent d'inverser, ben, nous, nos taux d'intérêt vont monter à un niveau qui sera nécessaire pour faire concurrence aux taux d'intérêt là-bas. Mais si les taux d'intérêt montent de 2 ou 3% quand ils vont monter en France, on saute. Oui. On saute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que tous ceux qui ont des cash flow négatifs, mettons la France, allez. Tous nos pays sont en cash flow négatif. Et qu'est-ce que fait Trump? Ben, Trump, il est en train de dire un truc rigolo. Vous regardez la carte, vous voyez les États-Unis là. Qu'est-ce que vous voyez tout blanc là au-dessus des États-Unis? C'est le Groenland? C'est le Groenland. Qu'est-ce que vous voyez au-dessus des États-Unis? C'est le Canada. Pourquoi il a gueulé sur le Panama qui est en bas là? C'est pour en prendre le contrôle. Donc ce que Trump est en train d'essayer de faire géopolitiquement, c'est de faire une forteresse Amérique. Ouais, on a fait une émission, il y a 2 émissions qui s'appellent, que vous pouvez la retrouver, Forteresse Amérique. Forteresse America. Ça veut dire que on en avait parlé déjà, mais ça veut dire que ce qui va se passer aux États-Unis, c'est assez simple. Les États-Unis, pour contrôler les mers, qui font tout le tour comme ça, ils ont dans le monde à peu près 950 bases militaires. 950. La CIA en a à peu près 250 en plus. La CIA, c'est là où se passent tous les coups tordus. Les autres, c'est juste des soldats. Ben, Trump se dit, je ne peux plus contrôler la masse asiatique, puisqu'ils sont pas. Maintenant, ils passent tout par terre. Je peux plus. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité concrète quand on. Donc, voilà, j'ai plus rien, c'est comme ça. Voilà. Bon, ça va se passer. Les taux d'intérêt vont monter et tout. Donc, il faut que j'essaye de repasser en cash flow positif. Comme je contrôlerai plus l'empire, je ne peux pas me permettre d'avoir des produits. Il est trop fragile pour utiliser notre strat. Donc, il faut que les États-Unis deviennent antifragiles. Militairement, économiquement. Et donc déjà, quand tu veux devenir antifragile, tu dois définir un territoire. Tu dois définir un territoire, des frontières, des droits de douane. D'où, encore une fois, on en avait déjà parlé, son approche un peu lourde, je le concède, envers les Canadiens, qui est de dire, les gars, c'est le moment, soit vous rejoignez la forteresse America et vous faites partie du bousin, soit sinon, ma foi, ça sera bye-bye. Ça sera pas bye-bye, mais en tout cas, si vous voulez pas être dedans, vous serez à l'extérieur. Voilà. Avec tout ce que ça comporte comme de dépenses taxes, militaires, dépenses militaires, etc. Dépenses militaires qui resteront à votre charge, et ainsi de suite. Et le Groenland fait partie de la plaque américaine. Il ne fait pas du tout partie de la plaque européenne. L'endroit où les plaques se retrouvent, d'ailleurs, c'est en Islande. L'Islande, c'est là où d'ailleurs, on voit, il y a l'endroit où les 2 plaques se touchent, il y a une espèce d'immense tranchée, c'est assez rigolo quand on la voit là. Et c'est là qu'ils avaient mis tous les trucs magiques des premiers Islandais qui mettaient leur premier gouvernement, la première assemblée mondiale. Ça a été fait sur la place Marie en Islande. Enfin, c'est une... Donc, vous voyez très bien, on voit apparaître. Alors maintenant,
essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Si les États-Unis retirent leurs forces militaires du reste du monde et se replient sur la zone que vous voyez ici, nous, l'Europe, vous voyez, qui est en bout de la masse asiatique quand même, il peut y avoir une pression amicale qui serait de la droite de la masse asiatique vers la gauche, en disant mais qu'est-ce que vous foutez encore à être, je sais pas quoi, copain avec les États-Unis. Bon, je dis, mais nous n'avons plus d'armée. Nous n'avons plus d'enfants. Du point de vue technologique, les Chinois sont maintenant beaucoup plus balèzes que nous dans l'industrie, et ailleurs les États-Unis, donc du point de vue technologique, on n'est pas... Donc encore une fois, on est un peu dans la position de Constantinople, quand les Turcs avaient pris toute la Turquie. Il restait ce petit truc grec qui était là-bas au fond. Ça a été un peu dur, quoi. Alors maintenant, vous vous dites, je suis donc Constantinople, là, au bout du continent asiatique. Le pouvoir impérial dominant me laisse tomber comme il a laissé tomber tout le monde, comme disait Kissinger. C'est beaucoup plus dangereux d'être un ami des Américains un allié des Américains qu'un ennemi, parce qu'ils vous traitent beaucoup plus brutalement. Bon, bref, les Américains s'en vont. Ils sont partis là, c'est fini, on n'en parle plus. Vous regardez ça et vous dites, cette partie-là de l'Europe, la petite péninsule européenne, là, elle a besoin d'un protecteur militaire. Il y a quelqu'un qui doit être là. Et vous vous dites, bon, qui ça peut être ? Ben, ça peut être soit le gars au sud, la Turquie, oui, soit le gars à l'est, la Russie. Eh bien oui, c'est ce qu'on dit toujours. Il y a deux armées qui potentiellement peuvent défendre l'Europe aujourd'hui. C'est soit les Turcs, soit la Russie. Or, les discussions avec la Russie sont plus ou moins coupées, je crois qu'on peut le dire comme ça. Mais pas avec les Russes, parlent beaucoup avec les États-Unis. La Russie parle beaucoup avec les États-Unis. La Turquie, j'ai pas l'impression qu'on leur parle plus que ça. Non, on leur parle plus que ça. Et il y a une espèce de tentative de coup d'État en ce moment en Russie pour virer le maire en Turquie. Pour virer le maire d'Istanbul, pour transformer la Turquie en quelque chose d'autre qu'une démocratie. Ce que disait Erdogan, c'est la démocratie, nous, c'est comme le bus. On monte dans le bus, mais on en sort quand on en veut, quoi. Alors, moi, les quelques amis turcs que je peux avoir me disent que ça se passe quand même pas super bien sur place. Il y a une inflation galopante. Ils vivent moins bien qu'il y a 5-6 ans. Oui, alors, tes amis sont probablement ce qu'on appelle dans le coin les Stamboulotes, c'est-à-dire les habitants d'Istanbul. Et le vote en Turquie s'est toujours passé d'un côté les bourgeois éclairés et de l'autre côté les paysans d'Anatolie. Et les bourgeois éclairés, ils sont toujours éclairés, mais ils ne sont pas éclairés au point de faire des enfants. Et donc les bourgeois d'Anatolie continuent à faire des paquets. Donc, Ah bah oui, là c'est... mon pote par exemple, il est fils de professeur de français. Donc oui, ça vit à Istanbul et ça vit de façon à l'européenne. Et c'est pas des... Ça vit d'européenne et ça a un ou deux enfants si tout va bien, quoi. Voilà. Parce que les autres, ils en ont qu'un tout cinq et ils vivent à la campagne. Ouais. Donc, il faut bien se rendre compte que maintenant, il va y avoir une bataille. La guérilla suivante, si j'ose dire, ça va être automatiquement entre la Russie et la Turquie. On remonte. C'est pas... Alors, si vous demandez aux Allemands qui choisiront, comme ils ont un paquet de Turcs chez eux, ils choisiront peut-être les Turcs. Mais je ne suis pas sûr que c'est le bon choix, parce que les Allemands, politiquement, ils n'ont jamais fait les bons choix. Donc, je veux dire par là, l'Europe devient une proie. Et le pire, c'est que on est tellement gouverné par des enfants qu'aujourd'hui, on a des gens comme Attal qui vont taper de leurs petits pieds à l'Assemblée nationale en disant il faut des gestes forts. Je ne sais pas sur quoi. On nous parle de choses qui n'ont aucun intérêt. Personne n'a de vision globale. Ils ne voient pas la tectonique des plaques. Ils sont là en train de dire... Ils pensent que l'Europe, c'est encore le centre du monde. Vous voyez que le cercle blanc, il est là autour de la France. Hein.
Et le sucre blanc, il est en bas à droite. Là, il y a plus de la moitié de la population mondiale et à peu près 80% de la croissance mondiale se passe là. Et alors maintenant, vous vous dites, bon, il va falloir bâtir des infrastructures gigantesques dans cette zone pour qu'ils se mettent à se parler les uns aux autres. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça va être... Il y a une épargne excédentaire considérable qui est là. Donc, ils ont le pognon. La question, c'est qui va être le centre financier qui va allouer le pognon. Parce alors, quand ça s'est passé en Europe dans les années 50-60, le centre financier, c'était New York. Vous voyez, c'était de l'extérieur. Ça pouvait être un peu la City, mais c'était surtout New York. Tu m'as dit ça, je pensais au Moyen-Âge. Mais non, c'était Venise. Au Moyen-Âge, c'était Venise. Mais là, c'est New York qui, depuis les années 50, etc., allouait grâce au privilège du dollar, allouait le capital partout dans le monde. C'était eux qui décidaient. Mais vous pensez bien que cette zone, elle vient de se sortir de la domination des États-Unis. Oui, c'est pas pour y revenir. C'est pas pour y revenir. Donc vous regardez comme ça, vous prenez votre petit télescope et vous agrandissez ça. Et au milieu de la zone, là, à droite de l'Indochine, et puis de la truc qui descend là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Hong Kong. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer un truc extraordinairement intéressant. C'est que j'ai remarqué, vous savez, en principe, la création de réserves de change, comme les États-Unis étaient la monnaie de réserve, venait du déficit extérieur américain. Les Américains avaient des déficits qui se retrouvaient en France, je sais pas, et ça devenait des réserves de change. Et j'avais fait des calculs sur le bas, comme on dit, sur l'arrière d'une enveloppe. Si les États-Unis faisaient 100 de déficit, il y en avait à peu près 40 qui revenaient en réserve de change. Les 60 restants, ils restaient dans le système pour le capital de roulement nécessaire pour bouger les bateaux, acheter le pétrole, etc. Bon. Et depuis 5-6 ans, si je faisais toujours mes 40%, il me manquait 2000 milliards de dollars. Et je disais aux gens, vous savez pas où ils sont ? Je demandais à tout le monde, vous n'avez pas une idée, j'ai pas. Et puis récemment, j'ai trouvé qu'ils étaient à Hong Kong. C'est-à-dire que les Chinois qui pensent quand même vachement bien, hein, ils ont dit, on va plus mettre nos milliards de dollars excédentaires. Et ils l'ont dit à tout le monde en Asie, à New York, parce qu'on va nous les piquer comme on l'a fait aux Russes. Vous allez les mettre dans le dollar de Hong Kong, qui est équivalent au dollar, hein, mais là, personne ne vous les piquera. Donc, tu as 2000 milliards de dollars à Hong Kong qui sont là. C'est de la poudre sèche, tu vois, qui est là, et il se passe rien. Et la question, c'est maintenant, c'est dans le domaine financier, je retourne à mes racines de financier, si ces 2000 milliards de dollars se mettent à bouger, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire des infrastructures, tout ça, ça va être prêté par Hong Kong, qui va devenir un centre financier incroyable. Et il y en a une partie qui vont acheter la bourse chinoise et les bourses locales. Parce que, c'est pas une mauvaise idée, quoi, puisque tu sais qu'il va y avoir une croissance pas possible. Donc tu te retrouves dans une zone où il y a une population, et ce qui nous pend au nez, ce qui va arriver, c'est à peu près certain, c'est que vous allez avoir un immense axe qui va se créer, Moscou, Pékin, Delhi. C'est le triangle du futur qui est complètement terrestre. Parce qu'il y a des chroniques dans cet axe. La géopolitique, c'est souvent la lutte des puissances maritimes contre la lutte des puissances terrestres. Et là, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis quasiment l'Allemagne de Guillaume II, qu'on voit apparaître une puissance terrestre qui peut l'emporter sur une puissance maritime. Alors, encore une fois, je ne porte pas de jugement de valeur. Je m'en fous. Mon métier, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Mais je dis, c'est en train de se passer. Et le centre financier pour ce triangle du futur, ce sera Hong Kong, qui a l'avantage d'être en Chine, mais pas en Chine, et qui bénéficie du droit anglais. Donc les gens ont confiance, tu vois. Donc je me dis, il faut investir ici, quoi. Mais il y a plusieurs façons d'investir. Et là, je reviens à quelque chose que j'ai souvent dit. Vous prenez la France. Bon. Il va y avoir un développement industriel immense, là. Et même peut-être aux États-Unis, d'ailleurs. Donc, les valeurs industrielles vont être portées.
c'est peut-être plus l'intelligence artificielle. Donc on a peut-être un changement de leader dans les marchés. Si tu veux, c'est à la place d'avoir Nvidia, ça va être les grandes valeurs industrielles japonaises ou surtout chinoises. Bon. Et vous regardez l'indice des valeurs industrielles en Europe. Je reviens à notre pauvre Europe, là. L'indice des valeurs industrielles en Europe. Il y a un indice qui est fait par MSCI, donc Morgan Stanley Capital International, des valeurs industrielles en Europe. Hein. C'est comme le CAC 40, mais c'est simplement pour les valeurs industrielles en Europe. Eh bien, la France, les valeurs françaises font 28% de cet indice, et les valeurs allemandes font 21% de cet indice. Tu en as parlé la semaine dernière. Et donc, c'est absolument... Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que ce pays qui n'a plus aucune industrie a les plus belles valeurs industrielles du monde aujourd'hui. Parce qu'elles font tout en dehors de France. Voilà, mais elles ont leurs ingénieurs, elles ont tout ça, ça vient toujours du système français. Mais donc on a les meilleurs ingénieurs du monde. Hein. Oui. Encore. Et ils continuent à faire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes français. Alors, pour l'instant, on ne les recommande pas dans l'université de l'épargne parce qu'on n'a pas fait assez de travaux, puis il y a beaucoup de choses à faire encore, mais... Non, puis on est dans les prémices de quelque chose. Il faut qu'on commence à voir émerger des géants. Et puis, alors évidemment, si vous êtes très impliqué dans ces marchés, vous allez peut-être vous repérer le prochain L'Oréal et ainsi de suite. Mais il faut quand même être un homme de terrain dans ces choses-là. Et puis voir ce qui va se passer. Mais vous regardez par exemple, ça ne peut pas se faire le développement dans cette zone blanche au milieu sans un développement prodigieux d'électricité. Bon, vous avez Schneider, qui est le leader mondial et qui fait 5% de ses ventes en France. Et vous aurez peut-être un développement des gaz industriels aussi, c'est absolument indispensable pour la croissance. Vous avez Air Liquide. Sûrement aussi des métaux. Des métaux, vous pouvez avoir tout un tas de métaux dont tu vas avoir besoin, etc. Et à ce moment-là, vous avez des sociétés françaises qui font ça. Donc je veux dire... Tout ce qui est bâtiment, parce que ça va construire aussi. Ça va construire, etc. Le bâtiment français, il est un petit peu trop dépendant du gouvernement. Mais malheureusement. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez des valeurs où il faut... qui ne sont pas des valeurs de technologie, mais qui sont des valeurs d'extraordinaire savoir-faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire... Et donc, voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes indépendant, si vous n'êtes pas à l'université de l'épargne, si vous voulez gérer votre portefeuille indépendamment, faire une liste des valeurs françaises extraordinaires qui vont en bénéficier massivement et qui ont un avantage, c'est qu'elles sont cotées à Paris. Comme ça, vous n'avez pas... Et toi, tu penses que les Américains vont complètement se retirer de ça? C'est-à-dire tout ce qui est Schlumberger, tout ça Schlumberger, c'était franco-américain, donc ça, c'est autre chose. Mais de la recherche pétrolière, ça va y aller. Donc ça, c'est... Le pétrole, c'est presque un continent à part. C'est-à-dire, quand je fais cette carte, j'avais fait des analyses... Non, là, on parle, quand tu parles de ça, on est vraiment sur de l'industrie... de l'industrie lourde, le pétrole, on le traite dans des ETF à part. Voilà, on peut le traiter parce que c'est une variable d'ajustement. Est-ce que ils vont se retirer? Ils vont se retirer. Alors, ils vont probablement garder... Est-ce qu'ils vont être chassés? Non, ils ne sont pas chassés, mais ils vont probablement garder un pied en Pologne. Parce qu'il y a des liens très forts. Et puis la Pologne, c'est le truc... Mais enfin, la Pologne, ça nous met quand même, regarde, très à gauche sur cette carte. On est à gauche de Saint-Pétersbourg. Oui, bien sûr. Mais là, ils veulent quand même garder un poste de formation à la frontière si jamais les Russes faisaient trop les imbéciles. Mais ce qui m'étonne, c'est que normalement, je m'attendais à ce qu'ils restent en Pologne et en Angleterre. Mais avec le gouvernement crétin qu'ils ont en Angleterre, ils sont en train de fâcher l'Angleterre avec les États-Unis, ce qui me semblait impossible. Donc, ils vont garder une ou deux bases comme ça. Ils parlent déjà, Trump, de sortir de... Ils ont plein de troupes en Allemagne, les Américains. Et ils veulent maintenant envoyer une partie de ces troupes en Pologne. Donc, ce qu'il y a de certain, c'est que Vance, dans son discours à Munich, nous a annoncé la couleur. Il a dit, tant que vous continuerez à ne pas faire confiance à vos populations, nous, on ne vient pas vous aider. Et donc, Valérie Hayer, grande femme devant l'humanité, c'est-à-dire que tu as Simone Veil, la grande, et puis juste derrière, tu as Valérie Hayer, est allée devant le Parlement européen en disant, puisque c'est comme ça, il faut qu'on retire le droit de vote au peuple hongrois. Oui, j'ai vu ça. Tu dis alors, déjà, t'es qui ? Point numéro 1. Et de deux, à quel moment, vous, espèce de petit, député européen sur des listes d'un pays lambda, allez revenir contre une décision représentative d'un peuple élu qui a exprimé quand même au travers d'un vote un désir, en disant non, dissolvons ce peuple. Dissolvons ce peuple, c'est exactement ça. Il ne nous sied pas, nous allons avoir une autre décision. Pour revenir à l'Ukraine, si vous voulez vous regarder l'Ukraine, vous avez toute la partie,
Quand je parle des cartes, j'ai toujours envie de dire en haut à gauche. Tu vois. Oui. C'est bon, en haut à gauche. Hein. Alors moi, le pire, c'est que quelquefois, quand on m'interroge sur des trucs, c'est quand les gens me disent source ou des trucs comme ça, je dis, si je l'ai lu, alors dans un livre, c'était le bouquin de Revel, et c'était en haut, à la fin d'un paragraphe, juste avant de tourner la page. Tu vois, je dis, mais ça n'a aucun intérêt si je leur dis ça. Non, mais moi, je vois très bien où je l'ai lu. C'est ça, moi aussi, c'est pareil, j'ai une mémoire semblable. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en haut à gauche de l'Europe, de l'Ukraine, c'est ce qu'on appelle, je crois, la Cilicie. Il y a le même en Galicie, pardon. Non, en Galicie, pardon. Il y a le même en Espagne, c'est marrant d'ailleurs, moi, ça n'a rien à voir, qui est polonaise. Tout l'est de l'Ukraine, l'espèce de grand arc, il était russe. Le sud, il est hongrois. Et puis le centre, c'est là où il y a les Ukrainiens, autour de Kiev. Et donc, l'Ukraine est un pays bizarre parce qu'il y avait, dans le fond, les 3/4 des gens en Ukraine qui n'avaient pas envie d'être ukrainiens. Ils voulaient être du pays d'à côté, quoi. Ouais. Donc, une des bases de la diplomatie française depuis Napoléon III, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est marrant, on n'en parle plus du tout de celui-là. Maintenant, on parle du côté intangible des frontières. Les gens de gauche, ce qui me fait marrer. Donc, ce qui peut se passer aussi, c'est que l'Ukraine disparaisse. Enfin, je veux dire qu'il reste un croupion au milieu, et puis voilà, c'est tout, quoi. De toute façon, ça va se résoudre avec cette histoire d'Odessa dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Parce que privés d'Odessa, ils vont avoir assez peu de commerce à faire. Et surtout, ils devront passer par les trains qui passeront par la Biélorussie et tout, donc ils sont cuits. Quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en tout cas sur les céréales ukrainiennes, et sur la volaille et ainsi de suite, ce qui donnait un avantage comparatif, c'était l'extrême bassesse des coûts. Parce qu'ils n'étaient pas tenus aux réglementations européennes, ce qui fait que ça a bien tué on nous vendait de la saloperie pas cher. Si aujourd'hui, ils se prennent un coup du transport, ça veut dire que d'un coup, cette avancée, enfin qu'ils avaient sur les marchés va disparaître. Donc oui, alors ça sera bien pour nos agriculteurs dans le poulet parce qu'ils vont pouvoir retrouver des marges. Ça sera bien pour les poulets qui ont une vie un peu plus agréable. Quand même. Voilà, parce que je préfère, moi, effectivement, de mon côté, me priver de manger de la viande, mais manger une viande qui est plus équitable parce que cette idée de poulet élevé dans des cages qui ne voient pas, ça me fend le cœur. Et les porcs que tu vois qui sont littéralement au Danemark, dans certains endroits, avec qui sortent les cages enfilées dans le corps comme ça, c'est horrible. Non, mais ça, c'est pas acceptable. Alors, ce que j'ai essayé de dire, la dernière remarque que je voudrais faire, et puis on va vous laisser, mais c'est extraordinairement important, pour tout ce qui est croissance, c'est extraordinairement... Donc, la globalisation n'est pas finie du tout. Nous, on a décidé d'en sortir, les États-Unis peut-être, mais ça part à fond la caisse. Le côté ricardien, ça repart au maximum, mais c'est là où ça va. C'est quand même la moitié de l'humanité. Faut pas s'imaginer que nous, avec nos 400 millions, là, on n'a pas autant d'impact que les 3 ou 4 milliards qui sont là, quoi. Donc, c'est extraordinairement important. C'est extraordinairement joyeux, parce qu'il y a la moitié de l'humanité qui va voir son niveau de vie monter de façon extraordinaire. Donc, si nous, on a choisi des crétins pour nous gouverner, qu'on baisse, mais la vérité, c'est que là, les gens vont être heureux, il va se passer plein de trucs. Et 3, ça veut dire aussi que l'une des grandes parties du pouvoir des États-Unis, c'était le pouvoir qu'ils avaient d'empêcher les gens de se servir de leur monnaie. C'est-à-dire, tu vois, c'était et le dollar était nécessaire à tout le monde. Mais va émerger dans cette zone, avec le dollar de Hong Kong et puis les autres monnaies, une monnaie qui sera quasiment libre. Tu vois, les États-Unis ne pourront plus t'empêcher de vivre en te fermant le dollar. Donc, c'est que les 15 dernières années où les élites américaines ont essayé d'imposer au monde l'Empire américain, ça ne marche pas. L'Empire américain se retourne vers ses racines. Et si j'analyse les choses, puisque l'Empire disparaît, se contraint, le reste du monde va devenir plus libre. Et c'est au poil. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens sont pessimistes. Alors, je voudrais réagir sur quelque chose qui est un peu en dehors de ça, mais qui est une question quand même ouverture. Tu parlais de la nécessité d'avoir un optimisme. Mais ne penses-tu pas que dans une population aujourd'hui française, si on regarde, qui est composée accessoirement de boomers, pour employer la terminologie sociologique,
Qui deviennent tous vieux. Non, mais qui, par définition, la plupart du temps, parce que tu es l'exception qui confirme la règle, mais en vieillissant, les gens ont plus peur, se projettent moins dans l'avenir, donc font peut-être des choix politiques aussi qui ne sont plus menés par l'envie d'en découdre, l'envie de découvrir, et en font menés par la peur. De l'autre côté, on a une immigration qui, quand elle arrive, est absorbée par des gens comme Jean-Luc Mélenchon qui l'a... Une partie, moi je pense qu'il y a 20%. Une partie, mais je pense... 80% des gens qui, à mon avis, sont très contents d'être français et qui voudraient bien qu'on leur foute la paix. Oui, mais celle-là est instillée de mauvaises graines, oui, et nourrie de haine. Donc comment veux-tu qu'on ait des gens qui nous représentent, qui soient des gens du futur et qui aient une vision de quelque chose? C'est-à-dire, indépendamment de la présomption fatale de Hayek, qui à l'époque nous disait nos élites vont vous conduire vers plus de bêtises, je crois qu'aujourd'hui la courbe des âges fait qu'on n'a même plus la question de la présomption fatale, on l'a un peu à la marge dans la représentation politique. C'est tout à fait exact. Mais c'est qu'on ne peut pas faire sortir... Si tu reprends la première, quand je me balade, parce que je me balade un peu moins, mais je me suis beaucoup baladé dans le monde, quand j'étais à Hong Kong, donc il y a 15-20 ans, il y avait 5000 Français, il y en a 20 000 aujourd'hui. Beaucoup plus que de Britanniques. Hein. Quand tu vas en Floride, il n'y a que des Gaulois. En Californie. En Californie, il n'y a que des Gaulois. Tu vas à Londres, dans toute la City, il n'y a que des Gaulois pour tout ce qui est marché obligataire, parce qu'on est très bons matheux. Tu vas en Thaïlande, il n'y a que des Gaulois. Partout où je vais aujourd'hui, il y a des Gaulois partout. Donc ça veut dire que la partie qui n'a pas peur de notre population s'en va, parce qu'elle ne supporte pas de vivre dans la peur. La dernière fois, j'ai pris un taxi à Londres et le monsieur m'a dit « Mais vous êtes quoi comme nationalité ? Parce que vous avez quand même un petit accent. » J'ai dit « Je suis française. » Il me dit « Ah, j'aurais jamais cru que vous étiez française parce que vous êtes très poli. » Ça, c'est le truc anglais habituel. We are rude. Ouais. On est rude. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on se retrouve un petit peu allé comme... par exemple, il s'en est fallu d'un rien que les États-Unis ne parlent allemand. Parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui s'étaient barrés avant la Révolution. Une ville comme Philadelphie était une ville allemande. Et je crois que l'anglais a été voté comme la langue des États-Unis à une ou deux voix de majorité dans le premier congrès. Sinon, c'était... Donc, il y avait déjà en Allemagne des gens qui se barraient. Puis il y a eu une deuxième vague qui était des Italiens, puis une troisième qui a été des Juifs et tout ça. Donc... D'ailleurs, j'ai regardé une série qui est formidable, qui s'appelle 1883, oui, et qui est sur la conquête de l'Ouest. Oui. En fait, en réalité, c'est plus le Montana et ainsi de suite. Et c'était justement toutes ces populations du côté de l'Allemagne, de la Prusse, qui partaient pour trouver des terres et avoir de la liberté. Et on oublie en réalité combien les éléments naturels, combien traverser une petite rivière avec un piano, un chariot, c'était... Et puis alors, il faisait froid, il faisait chaud, ils étaient attaqués par des Indiens. 100 mètres plus loin, il y avait des autres Indiens, parce qu'ils n'avaient pas fini les Comanches qui se reprenaient des Sioux. Ils se faisaient bouffer par des serpents. C'était extraordinaire. Quand vous baladez aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'ils ont marché à pied. Là, c'était incroyable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'extraordinaire réussite de l'Europe, c'est beaucoup fait par son émigration. L'émigration anglaise a créé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Allemande, ça a été beaucoup les États-Unis, les Italiens aussi. Donc, le seul pays qui n'a pas participé beaucoup à c'était la France, parce qu'on n'avait pas de dépenses. Aussi, il y a eu, par exemple, cette extraordinaire immigration italienne qui venait de Sicile, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y avait des famines incroyables. Et qu'ils suçaient des cailloux, littéralement. Et idem des Irlandais. Et les Irlandais, ils ont tous fait la famine de la pomme de terre. Ce que j'essaie d'en train de dire, c'est qu'il est peut-être en train d'arriver à la France que, comme on passe notre temps, que les meilleurs s'en vont, mais peut-être ils reviendront. Ouais, mais c'est en tout cas. En tout cas, on ne peut pas leur en vouloir. Si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas leur en vouloir d'aller vivre là. Je ne vais pas leur en vouloir, d'autant que mes deux filles sont pour l'instant à l'étranger. Mais ce que je dis simplement, c'est que c'est dommage. On n'a pas le cul sorti des ronces, parce que si tous les meilleurs s'en vont et qu'il nous reste que des boomers et des gens haineux, ça va être difficile de s'en sortir par le haut. Ça va être difficile de s'en sortir par le haut. Mais je te signale que la France est, avec les Philippines, le pays qui reçoit le plus de contributions internationales familiales venant de l'étranger. Ah bon ? C'est avec les Philippines. Parce que il y a tellement de Français à l'étranger maintenant,
qui envoient du pognon à la maison parce que la maison est misérable. C'est effrayant. C'est effrayant. Voilà, donc c'est pas du tout. Donc, d'un côté, c'est extraordinaire, le monde change, et de l'autre côté, nous, on est le petit vieux rabougri dans son coin qui dit c'était mieux avant. Et donc, on n'envoie pas que des roses blanches à sa jolie maman, maintenant on envoie des mandats cash. Voilà, on envoie des mandats cash, exactement. Non, c'est extraordinairement bullish, sauf pour les gens qui ont décidé de grogner dans leur coin, quoi. Mais moi, je n'ai pas envie de grogner dans mon coin, ça m'énerve. Non, on va pas grogner dans un coin, mais on en a gros quand même un petit peu. On en a un petit peu gros quand même. Bon, pourrait faire mieux. Oh bah oui, peut mieux faire. Mieux faire. Ferait venir vos parents. La France est un pays qui est tué par son élite. Bon, c'est pas la première fois dans l'histoire. On le sait, hein. On le sait. On le sait. Mais voilà, une fois qu'on avait le diagnostic, vous dites, moi ce qui me tue, c'est que les gens soit on se casse. Soit il va falloir prendre les fourches, mais ça on l'a dit depuis un moment. Hein. Mais le problème, c'est pas avec nos boomers qu'on va faire bouger grand-chose. Ah, il est grand, Édouard Philippe. Et quel bel homme. Quel bel homme, ça c'est Villepin. Écoute, je suis fatiguée. Voilà, donc prenez votre destin en main. Voilà. Et si vous avez un petit peu d'argent et que vous êtes en France, dites-vous bien que votre épargne n'a pas de raison de l'être là où vous êtes physiquement. Pour la première fois de l'histoire, vous pouvez vivre en France et le mettre dans le cercle qui est là. Voilà. C'est facile. Et mettez-le dans le cercle qui est là. Parce que vous consommez et ça va vous faire des petits. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'on n'est pas pris pour un gigot, quoi, de 7 heures. Ça fait plaisir. Voilà, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas à me poser des questions. C'est une émission très importante qu'on vient de faire. Oui, c'est une émission très importante. J'essaierai de le faire valoir dans le titre. Et mettez-la dans vos favoris parce que revenez-y de temps en temps. Parce que c'est une émission où nous avons essayé d'insuffler un petit peu d'optimisme et pas faire que du crapouillot. Mais aussi parce que ça va être un temps long. Et cette carte est importante et essayez de vous la remémorer, prenez des copies d'écran et réfléchissez-y dans vos choix d'investissement. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine et merci d'être là. Merci mille fois. À bientôt.